Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. On commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. Un porte-parole du Haut Comité syrien de négociation a confirmé que l'opposition syrienne était en partance pour Genève, où l'ONU a ouvert des pourparlers de paix. La crise des réfugiés continue de frapper de plein fouet l'Europe. Plus de 55 000 réfugiés ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe ces 28 premiers jours du mois. Le Venezuela a rapporté 4 500 cas de possible infection virus Zika. La ministre vénézuélienne de la Santé a déclaré qu'il s'agissait seulement du nombre de consultations. Le ministre chinois des Affaires étrangères a entamé sa première visite de 2016 en Afrique. Il se rendra au Malawi, à l'île Maurice, au Mozambique et en Namibie. Les 4 mineurs sauvés de la mine effondrée du district de Pigny dans le Shantung sont dans un état stable et demeurent conscients. À la une de cette édition, un porte-parole du Haut Comité syrien de négociation a confirmé que l'opposition syrienne était en partance pour Genève, où l'ONU a ouvert des pourparlers de paix vendredi. Le porte-parole dit cependant que l'opposition ne participera pas aux négociations politiques. Ils viennent pour des discussions avec M. de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, et non pour des négociations ou un démarrage de négociations politiques avec le régime. Ils viennent simplement pour discuter avec M. de Mistura après avoir obtenu des garanties selon lesquelles les demandes de l'opposition seront accomplies. Le Haut Comité demandait à l'ONU des garanties qui mettraient fin aux attaques contre les zones résidentielles civiles. Une résolution du Conseil de sécurité a approuvé le mois dernier un processus de paix comprenant des mesures comme la libération des prisonniers et la levée des blocus. Le Haut Comité dit avoir dressé une liste de 3000 femmes et enfants syriens détenus dans les prisons syriennes qui doivent être libérés. L'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura, a ouvert les pourparlers vendredi en rencontrant la délégation du gouvernement syrien. Il a dit que tout en n'ayant pas reçu de notice de participation du Haut Comité, il compte bien recevoir la délégation dimanche. Le secrétaire d'État américain John Kerry affirme que les États-Unis saluent la décision de la principale coalition d'opposition de participer aux pourparlers de paix organisés par l'ONU. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a aussi exprimé sa satisfaction de voir ce mouvement d'opposition basé à Riyad prêt à envoyer une délégation à Genève. La crise des réfugiés continue de frapper de plein fouet le vieux continent. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 55 500 réfugiés et migrants ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe au cours des 28 premiers jours du mois de janvier de cette nouvelle année 2016. Au total, 244 personnes ont perdu la vie en essayant d'atteindre les côtes européennes. 218 décès ont été recensés dans la partie est de la Méditerranée, sur la route séparant la Turquie et la Grèce, alors que 26 personnes ont perdu la vie dans la partie centrale de la mer, à l'intérieur du passage reliant l'Afrique du Nord à l'Italie. 2 ans auparavant, 12 personnes avaient perdu la vie, alors qu'en 2015, à la même période, le chiffre a explosé pour atteindre les 82 décès. Les dernières tragédies témoignent du chaos qui règne en Méditerranée. 25 corps de migrants, dont ceux de 10 enfants, ont été repêchés au large des côtes des îles grecques de Samos, après le naufrage de leur embarcation de fortune jeudi dernier. 10 personnes ont pu être sauvées. Le petit navire de pêche transportait 45 migrants. 10 personnes restent encore portées disparues. Le Venezuela a rapporté 4 500 cas de possible infection au virus Zika. La ministre vénézuélienne de la Santé, Luisana Melo, a déclaré qu'il s'agissait seulement du nombre de personnes ayant consulté pour suivre un traitement contre la maladie. Elle a également annoncé le début d'un plan d'action national dans des centaines de centres communautaires de santé du pays. Ces centres lutteront contre le virus Zika, la dengue et le chikungunya, maladie transmise par certains moustiques.
dont l'espèce Aedes aegypti. Selon le gouvernement, l'état le plus touché à l'ouest est Zulia, le Sucre à l'est et le Bolivar dans le sud-est du pays. Le virus Zika continue d'affliger le Brésil avec un nombre croissant de bébés naissant avec des têtes anormalement petites. L'Organisation mondiale de la santé prévient que le virus connaît une croissance explosive et pourrait infecter 4 millions de personnes dans tout le continent américain. L'atmosphère n'est pas à la samba à Rio. Une épidémie de Zika, un virus transmis par le moustique, s'étend en effet au Brésil. Les scientifiques rapportent de nouveaux cas dans 21 pays d'Amérique du Nord, du Sud et des Caraïbes. Ici, au Brésil, le virus est tenu pour responsable de la naissance d'un grand nombre de bébés microcéphales, c'est-à-dire ayant une tête anormalement petite. 166 des près de 4000 cas rapportés au Brésil ont été observés à Rio, mais c'est assez pour que des mesures drastiques soient mises en place. L'inquiétude s'est répandue dans Rio à l'approche des grands événements à venir. Durant le carnaval, des foules de tout le pays et du monde entier sont attendues, ce qui risque de favoriser l'expansion du virus. Cette semaine, la ville a déployé des fumigateurs dans le stade du carnaval, le fameux Sambadrome, qui accueillera la parade des meilleures écoles de samba les 7 et 8 février prochains et qui sera également utilisé pour les épreuves olympiques de tir à l'arc l'été prochain. Manuela Mel, une habitante de Rio, enceinte de 4 mois, dit qu'elle a paniqué à l'annonce de l'épidémie et qu'elle n'osait plus sortir de chez elle. Maintenant, elle évite simplement les lieux les plus risqués. Les médecins me disent d'utiliser du répulsif. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas de vaccin et seule la prévention est efficace. Il faut éviter de se faire piquer. Et les experts de la santé étudient le virus qui n'est arrivé au Brésil que récemment et le gouvernement a ordonné à l'armée d'aider à l'assainissement des eaux stagnantes qui favorisent la reproduction des moustiques. Même dans les endroits où il est rare de trouver des moustiques, le Brésil prend toutes les précautions. Il y a beaucoup d'argent en jeu, avec les milliers de touristes qui sont attendus pour le carnaval. Et un peu plus tard dans l'année, le Brésil attend autant, voire encore plus de touristes pour les Jeux Olympiques. Nous poursuivons cette édition avec l'Afrique de l'Ouest où la multiplication des actes de vandalisme sur les oléoducs traversant le riche delta du Niger coûte de plus en plus cher au Nigeria. Jusqu'à présent, deux raffineries récemment réhabilitées ont été forcées de fermer, entraînant ainsi une diminution significative de la production d'électricité à certains endroits du pays. La raffinerie de Kaduna vient d'être réhabilitée il y a tout juste quelques semaines. Elle tourne actuellement à plein régime et permet ainsi d'apaiser les tensions sur les innombrables pénuries d'énergie qui guettent le pays malgré ses importantes ressources de pétrole brut. Et ce, dans un contexte où la baisse des revenus tirés de l'exportation de l'or noir a mis les finances du Nigeria dans le rouge. Deux importantes raffineries viennent tout juste de reprendre leur exploitation afin d'approvisionner le marché local. Mais les actes de vandalisme sur les oléoducs alimentant la raffinerie se sont sérieusement multipliés, obligeant les sites à arrêter leur production. Les experts du secteur énergétique estiment que les effets de ces quelques fermetures se feront très rapidement sentir à travers le pays. Aujourd'hui, la compagnie nationale pétrolière du Nigeria importe près de 70% du total des produits pétroliers vendus sur le marché. Ainsi, elle deviendra très rapidement l'unique importateur au Nigeria. Cependant, 30% de la demande restera toujours insatisfaite, alors que les autres importateurs du pays rencontrent déjà d'énormes difficultés pour accéder au marché des devises étrangères pour financer leurs importations actuelles. Mes inquiétudes concernent donc ces 30% de demandes non satisfaites, principalement en raison de l'impossibilité qu'ont les autres importateurs à accéder au marché des devises étrangères. La baisse brutale des prix du baril de pétrole brut depuis le troisième trimestre 2014 a littéralement mis l'économie du Nigeria sur le carreau. Le pétrole brut représente toujours 90% du total des exportations du pays et près de 75% des recettes budgétaires consolidées, alors que le prix du baril atteint difficilement les 33 $ aujourd'hui. Il s'agit des cours les plus bas jamais enregistrés depuis 17 ans et les revenus de l'État nigérian se sont effondrés. La population nigériane consomme en moyenne 30 millions de litres par jour et les autres raffineries que compte le pays produisent difficilement 6 millions de litres quotidiennement.
Les importations de pétrole engloutissent à elles seules près de 35% des devises étrangères du Nigeria. Alors que la compagnie nationale pétrolière du Nigeria importe près de 70% du total des produits pétroliers raffinés, les 30% restants sont difficilement importés par des petites entreprises privées qui luttent pour obtenir de précieuses devises auprès du gouvernement, entraînant de fait des pénuries d'approvisionnement fréquentes. Les oléoducs vandalisés transportent également du gaz nécessaire à la production d'électricité, aggravant d'autant plus la chute des approvisionnements énergétiques. Le coût du vandalisme a atteint des proportions énormes. Comme vous le savez déjà, il y a également des gazoducs transportant le gaz nécessaire à la production d'électricité. Ainsi, la diminution de la production a-t-elle entraîné des pénuries d'électricité très fréquentes. Le coût du vandalisme dépasse donc largement le cadre des raffineries de pétrole brut. Les raisons expliquant les récents actes de vandalisme et de sabotage ne sont pas encore claires. Les infrastructures d'approvisionnement énergétiques du Nigeria restent plus que jamais les cibles privilégiées des groupes armés impliqués dans les activités parallèles de raffinage illégal. Les coûts de remise à niveau et du gaspillage généralisé se chiffrent désormais à plusieurs milliards de dollars pour toute l'économie nigériane. Et en passant plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Essa. Bonjour Yves. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition? On va débuter avec une tournée en Afrique du ministre chinois des Affaires étrangères. En effet, Wang Yi a entamé sa première visite de l'année 2016 en Afrique. Aujourd'hui, il se rendra au Malawi, à l'île Maurice, au Mozambique et en Namibie. Le ministre chinois rencontrera les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères de ces pays pour s'entretenir sur la façon de mettre en œuvre les résultats du Forum de coopération Chine-Afrique du mois dernier à Johannesburg, ainsi que dénoncer les zones et projets de coopération prioritaires. Ensuite, Wang Yi se rendra au Royaume-Uni jeudi pour participer à la conférence syrienne des donateurs, également connue sous le nom de Conférence internationale des donateurs en Syrie. Et il y a moins de 2 mois, le président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie d'ouverture du second sommet de Forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg en Afrique du Sud. Il y avait proposé d'élever les relations Chine-Afrique au rang de partenariat de coopération stratégique et annoncé 10 programmes de coopération pour les 3 prochaines années. Il a aussi souligné l'importance des relations entre la Chine et le continent africain. Une aide au développement à long terme. L'an dernier, le président Xi Jinping a annoncé une aide et des prêts portant sur 60 milliards de dollars pour aider le continent à s'attaquer à 3 grandes difficultés: les infrastructures, les talents et le financement. Durant la cérémonie d'ouverture du Forum de coopération Chine-Afrique le 4 décembre, le président avait dit que le plan de financement allait permettre d'assurer le déploiement de 10 plans d'action concrets pour la coopération dans les 3 prochaines années afin d'aider le développement de l'Afrique. Les 10 plans de coopération couvrent les domaines de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture, des infrastructures, de la réduction de la pauvreté et des échanges de personne à personne. Le président Xi a aussi salué les relations Chine-Afrique dans leur état actuel. Les relations Chine-Afrique ont atteint aujourd'hui un état de croissance sans précédent dans l'histoire. Nous devons réduire les écarts, regarder loin et prendre des mesures audacieuses. En nous entraidant, nous pourrons avoir une vision et une force pour 2,4 milliards de Chinois et d'Africains et ouvrir une nouvelle ère de coopération gagnant-gagnant et de développement commun. Avant cette visite, le président Xi avait mis l'accent sur l'importance des relations sino-africaines à plusieurs reprises. Durant ses discussions avec son homologue libérienne, Ellen Johnson Sirleaf, à Beijing le 3 novembre 2015, le président avait mis l'accent sur le fait que l'unité et la coopération avec les pays africains avaient toujours été au cœur de la politique étrangère chinoise. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre 2015, le président Xi avait soutenu une plus grande représentation et une plus grande voix pour les pays d'Afrique dans le système de gouvernance internationale. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre namibien Hage Geingob à Beijing le 8 avril 2014, le président Xi avait déclaré que la Chine avait une vision correcte de la moralité et des intérêts dans sa coopération avec l'Afrique
et allait continuer à aider les pays africains. Et autre sujet d'actualité, après un mois d'opération de sauvetage, 4 mineurs prisonniers après l'effondrement d'un tunnel dans une mine de gypse ont pu être remontés à la surface hier soir. Remontés à la surface après 35 jours de captivité. 4 mineurs ont pu être sauvés grâce au creusement d'un tunnel de 220 mètres. Ils étaient prisonniers après l'effondrement du site le jour de Noël. Notre mission faisait face à de nombreuses difficultés, des températures glaciales mais aussi une coordination entre les différents départements. Mais nous y sommes arrivés. L'effondrement de la mine était si énorme qu'il a provoqué un séisme de magnitude 4. Depuis, les sauveteurs se sont employés à creuser des trous pour tenter d'atteindre les survivants. Et ça a marché. C'est une première en Chine. Après un mois d'efforts, la mission de sauvetage a été rendue difficile par les conditions géologiques. Mais personne n'a jamais pensé à abandonner depuis que le premier survivant a été détecté. 5 jours après l'accident, les sauveteurs ont envoyé une caméra à infrarouge qui a enregistré les images de ce mineur survivant. Le processus de sauvetage n'a pas été facile. Toute erreur dans le creusement aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Les progrès ont été lents. Les 4 mineurs ont survécu grâce à la nourriture, à l'eau et aux médicaments qui leur ont été envoyés grâce à un puits étroit et aussi grâce à l'espoir. Nous avions commencé avec un marteau-piqueur et on a réussi à créer une circulation de l'air. L'important dans ce genre de méthode est de savoir que tout dépend de la formation du sol et des conditions géologiques. Et nous devons nous assurer que le trou ne s'effondre pas. Ce sont les 2 principaux problèmes à résoudre. Les 4 mineurs semblent en bonne santé. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour des examens. 13 autres mineurs sont toujours portés disparus. Et les responsables disent vouloir continuer les recherches. Ces 4 mineurs sauvés de la mine effondrée du district de Pingyi dans le Shandong, province de l'Est de la Chine, sont dans un état stable et demeurent conscients. Les mineurs ont été extraits de la mine et envoyés à l'hôpital après 36 jours passés sous terre. Les médecins les ont examinés samedi matin. L'un d'eux souffre de fractures à la jambe. Les médecins disent qu'ils vont continuer à surveiller les mineurs et qu'ils pourront bientôt rejoindre leur famille. La mine de gypse où ils travaillaient s'est effondrée, pour rappel, le 25 décembre avec 29 mineurs à l'intérieur. 11 ont été immédiatement sortis, 1 est mort et 13 sont toujours portés disparus. Et revenons sur cet incident et sur la manière avec laquelle les secouristes ont communiqué avec les 4 mineurs pris au piège. Zhao Zhechang, 50 ans, Liu Chushang, 39 ans, Guan Xinti, 58 ans, et enfin Hua Mingxi, âgé de 36 ans, sont encore pris au piège dans le fond de la mine qui s'est effondrée à Pingyi il y a maintenant plus d'1 mois. Les secouristes ont, à l'aide d'un téléphone portable, filmé les différentes opérations de sauvetage en cours à partir du 25 janvier dernier, pour ensuite envoyer le téléphone aux 4 mineurs afin de leur faire garder espoir. Les mineurs avaient progressivement perdu espoir après plus d'1 mois passé sous terre. Ils peuvent désormais renvoyer des messages avec le téléphone portable reçu. Peu après la décision de la Chine d'autoriser les couples mariés à avoir un second enfant, le nombre de femmes enceintes ou qui pensent avoir un deuxième enfant augmente progressivement. À Taiyuan, la capitale de la province du Shanxi, dans le nord du pays, les médecins et les infirmières font leur possible pour répondre au nombre grandissant de patients.
Nous sommes à l'hôpital de soins de santé maternelle et infantile de Taiyuan. Ici, les médecins déclarent avoir vu plus souvent que d'ordinaire des femmes enceintes venir pour des consultations. En raison de concepts traditionnels, de nombreuses femmes chinoises ont évité d'avoir un enfant l'an dernier, car c'était l'année du mouton. Avec l'arrivée de l'année du singe, on a constaté un nombre croissant de patientes enceintes et nombreuses sont celles qui ont un second enfant. À l'heure actuelle, chaque médecin traite quotidiennement un peu moins de 70 femmes enceintes, le double de l'année dernière. Et beaucoup de ces femmes enceintes affirment avoir constaté une foule plus nombreuse à l'hôpital. Je vois davantage de femmes qui ont un deuxième enfant. L'hôpital est rempli. Finir mon examen prénatal m'a pris la matinée complète. À l'hôpital, il y a foule. C'est difficile de prendre rendez-vous avec un médecin. Il faut vraiment venir très tôt le matin. C'est d'ailleurs la même chose au second hôpital populaire de Taiyuan. Les médecins constatent la même tendance. Environ 30% de nos patientes enceintes attendent un second enfant. C'est bien plus qu'avant. Face à cette hausse, dans de nombreux établissements hospitaliers, le service obstétrique fait appel à plus de personnel et ouvre davantage de lits pour accueillir les patientes. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est mobiliser plus de personnes médicales pour garantir l'efficacité de notre travail et pour s'assurer que chaque femme peut mettre ici au monde son bébé en pleine santé. Nous avons ajouté du personnel pour les rotations de travail et mis à disposition davantage d'équipements de contrôle prénatal. Des lits supplémentaires ont également été ajoutés dans les services. Le bureau de la santé de la province du Shanxi estime qu'après la mise en place complète de la politique du second enfant, ouverte à tous les couples mariés, la province comptera en moyenne 100 000 nouveau-nés chaque année. Mais les médecins mettent aussi en garde contre les risques élevés de grossesse à un âge avancé. Les femmes ayant plus de 35 ans et qui prévoient d'avoir un second enfant sont encouragées à consulter un médecin et à réaliser un bilan de santé avant leur grossesse. Et on finit avec une nouvelle exposition qui a eu lieu à Beijing. Trésor de Roumanie tente de rendre compte d'une large période de l'histoire et de la culture roumaine. L'exposition souligne l'histoire culturelle du pays de la préhistoire à la fin du XVIIIe siècle. Elle présente 445 objets, dont des poteries en grès, des objets en céramique, en or et en argent, en verre, en bois, ainsi que des peintures murales, des manuscrits et des textiles. L'exposition représente le premier événement de cette sorte et de cette dimension organisé en Chine depuis 66 ans, avec des pièces d'archéologie représentatives de la préhistoire, de l'époque classique et de l'époque médiévale, mais aussi des œuvres de l'art roumain médiéval. L'exposition se déploie autour de 3 thèmes. La naissance de la civilisation roumaine, prélude à la naissance de la nation roumaine et la civilisation roumaine au carrefour de l'Orient et de l'Occident. L'exposition rassemble des pièces de plus de 30 des principaux musées de Roumanie. Elle présente un bref compte-rendu de l'histoire et de la culture roumaine. Nous espérons que de cette façon, les visiteurs pourront apprendre ici davantage sur notre pays et notre culture. Trésor de Roumanie est une réponse courtoise à l'exposition Trésor de Chine, qui a été organisée par le gouvernement chinois et accueillie au Musée national roumain d'histoire d'avril à août 2013. L'exposition se tient à Beijing jusqu'au 8 mai, puis se déplacera au musée de la province du Sichuan à Chengdu. Et ainsi s'achève cette partie sur la Chine. Retrouvons Yves Mouillet pour la fin de cette édition. Eh bien, merci Ressa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.